Les contes de Noël de Charles Dickens, adaptés par Nadine Lefébure. Aujourd'hui, Le Possédé, première partie. Tout le monde disait de M. Redlaw qu'il avait l'air d'un homme poursuivi par des visions. Et je tiens à ajouter que cette fois, tout le monde avait raison. C'était la vérité. Quiconque eût vu ses joues creuses, son œil cave, brillant, ses cheveux argentés tombant le long du visage, semblables à des algues marines enchevêtrées, comme s'il eût été, durant sa vie entière, un but solitaire, exposé aux flots déchaînés du vaste océan de l'humanité. Quiconque eût suivi cet homme aurait assurément dit qu'il avait l'air d'un homme poursuivi par des visions, d'un possédé. Au cœur même de sa demeure, mi-bibliothèque, mi-laboratoire, accolé au bâtiment d'un collège qui s'affaissait de vétusté, il fallait voir le vieux professeur expert en chimie, à l'heure du crépuscule, au milieu de la désolation de l'hiver. Qui va là? Entrez. Je crains, monsieur Redlaw, d'être un peu en retard ce soir. Mais madame William a été si souvent enlevée de dessus ses jambes. Par le vent? Ah oui, je l'ai entendu souffler. Par le vent, monsieur. Hein? C'est un miracle que Milly soit parvenue à rentrer. Oui, le vent lui fait facilement perdre l'équilibre. Ce n'est qu'en dehors du vent qu'on peut juger de sa force de caractère, monsieur. Oui. Oui, monsieur, mon Dieu, oui. Je vous mets la table, monsieur. Milly vous apporte le repas dans quelques minutes. Mangerez-vous de la volaille et des pommes de terre? Très volontiers, William. Quel dommage, monsieur, quel dommage que nous n'ayons pas d'enfants. Voyons, le pain, les couteaux. Ouais, il faut dire que mon vieux père est une famille à lui tout seul. Cuillère, huilier. Oui, et à son âge, il faut en prendre soin comme d'un enfant. Verre, oui. Là. Savez-vous que Milly s'est de nouveau mise à l'œuvre, monsieur? Ah. De quoi s'agit-il? Milly sert déjà de mère à tous les jeunes gens qui viennent d'une foule de pays pour suivre vos leçons dans ce collège, monsieur. Tous les jours, ils passent le nez dans la loge, l'un après l'autre. Ils ont toujours quelque chose à dire ou à lui demander. Venez, suivez ma lumière. Ah, la voilà, je crois. Elle ne vient pas seule. Ah, non, avec mon père, monsieur. Nous sommes à Noël. Bonsoir, monsieur Redlaw. Je vous présente mes devoirs, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que votre beau-père tient dans ses bras, Milly? Des branches de houx, monsieur. Les branches de houx sont tout à fait de circonstance à cette époque de l'année, monsieur. Encore un jour de Noël. Encore une année qui s'enfuit. Encore les souvenirs à ajouter à tous ceux que nous amassons pour notre tourment. Joyeux Noël, monsieur. Et heureuse année suivie de beaucoup d'autres. J'en compte un bon nombre pour ma part. Ah, je puis prendre la liberté d'en souhaiter. J'ai 87 ans. Chaque année a-t-elle été pour vous bonne et heureuse? Oui, monsieur, chacune d'elles. Rien d'étonnant, William. L'âge doit lui fatiguer la mémoire, n'est-ce pas? Non, pas le plus petit brin, monsieur. Il ne sait ce qu'oublier veut dire. Je le fais sans cesse remarquer à Milly, vous pouvez en croire. Cette fête de Noël vous rappelle donc bien des jours semblables, Philippe? Ah oui, bien des jours. J'ai 87 ans, hein. Des jours joyeux et heureux. Je n'étais pas plus haut que ça, comme 3 pommes, quand j'ai fêté ce jour-là pour la première fois. Joyeux et heureux Noël, il vous en souvient bien. Eh oui, monsieur Redlaw. Et de tous les autres aussi.
Sa mère et moi, nous les avons eus. William et tous ses aînés, nous les avons vus tous autour de nous, garçons et filles et petits-enfants au maillot, pendant de longues années. Beaucoup d'entre eux sont morts. Leur mère aussi. Et mon fils Georges, l'aîné, dont elle était si fière, est tombé bien bas. Mais ce hou et ces baies me les rappellent. Et il me semble les voir tout frais et bien portants, tels qu'ils étaient enfants. Et je puis, Dieu merci, me rappeler même Georges dans son innocence. C'est une bénédiction pour moi, hein, à 87 ans. Voici bien longtemps que vous êtes gardien du collège, Philippe. Un demi-siècle, monsieur Redlow. Et j'avais été bien heureux d'apprendre en entrant qu'un des fondateurs du collège avait laissé de quoi orner toutes les salles de houx le soir de Noël. Celui qui a son portrait dans la grande salle des banquets, avec une fraise et une barbe en pointe, vous savez, et l'inscription dessous. Seigneur, conservez-moi la mémoire. Une bien bonne prière, monsieur. Et chaque année, je fais le tour des bâtiments avec le houx, et cela me rafraîchit la cervelle. Joyeux et heureux. Allez, Milly, allons-nous-en, hein? Sinon le dîner de monsieur Redlow va se faire aussi froid que la saison. J'espère que vous excuserez mon radotage, monsieur. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et encore une fois, un joyeux Noël. Un instant. William, vous allez me dire quelque chose à la louange de votre excellente femme. Dame, monsieur, quand madame William a les yeux sur moi... Ils ne vous font pas peur. Oh non, monsieur. Ils n'ont pas été faits doux comme ils sont pour effrayer les gens. Mais j'aimerais mieux ne pas... Milly, lui, tu sais, dans les bâtiments... parle, ma chère. Tu sais bien, l'étudiant. Quel étudiant? Enfin, William, je t'avais demandé de ne pas en parler. Mais quel étudiant? Mais un jeune homme, monsieur, inconnu de tout le monde et bien pauvre, je le crains. Il est trop malade pour aller passer ses jours de fête en famille. Et où habite-t-il? Dans une espèce de logement bien commun pour un gentleman. Vous savez, dans ces bâtiments annexes du collège qu'on appelle Jérusalem. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de lui? Pourquoi ne m'a-t-il jamais fait savoir sa situation? Malade. Donnez-moi mon chapeau, William. Bien, monsieur. Mon manteau. Pauvre garçon, seul à la veille de Noël. Quelle maison, quel numéro? Oh, il ne faut pas que vous y alliez, monsieur. Il dit que de vous, moins que de tout autre au monde, il ne veut être connu, ou recevoir de secours. Mais est-il de mes étudiants? Oui, monsieur, il suit vos cours. Oh, mais je m'en rapporte à votre discrétion. Mais enfin, pourquoi ce jeune homme se montre-t-il si secret? Je ne saurais dire, en vérité, monsieur. Je monte chez lui juste pour mettre un peu d'ordre. Je sais qu'il est pauvre et isolé, c'est tout. Et je crois même un peu abandonné. Oh, mais comme il fait sombre ici. Ah oui, je puis vous dire encore qu'il a travaillé en se privant beaucoup. Et encore? Il doit se marier dès que sa situation le lui permettra et il étudie, je crois, pour pouvoir gagner sa vie. Ah, mais il fait de plus en plus sombre. Il fait beaucoup plus sombre que tout à l'heure, vous ne trouvez pas? Ah oui, et de plus en plus froid. Cette chambre donne le frisson. William, mon garçon, remonte la lampe et attige le feu. Oui, tenez, par exemple, hier dans l'après-midi, il s'est endormi. Et tout en dormant, il disait des paroles sans suite. Et voilà comme elle est. Une vraie mère pour ce jeune homme. Et à la maison, pas le moindre petit changement. Mon père soigné et dorloté comme toujours. Pas un grain de poussière au logis. Qu'il fait froid et sombre chez vous, monsieur Redlow. Et encore, ce n'est pas tout. Hein. Ce soir, elle sort et en revenant à la maison, elle trouve devant une porte un petit être. Plutôt un jeune animal sauvage qu'un enfant. Et que fait-elle? Elle l'apporte à la maison pour le sécher, le nourrir et le garder. Dieu sait jusqu'à quand. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'il sent la chaleur du feu. À cette heure, il est dans la loge à se chauffer devant la cheminée, à moins qu'il ne se soit échappé. Hein. Que le ciel vous conserve le bonheur, Amélie, et à vous, William. Et à vous aussi, Philippe. Je vais réfléchir à ce que je peux faire pour cet étudiant. Peut-être sera-t-il bon que je le voie. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. Merci pour tous. Oui, mon fils. William,
prends la lanterne et marche devant nous pour traverser les corridors, comme l'an passé, et comme l'année d'avant. Ah, je me souviens, moi, quoique j'ai 87 ans. Seigneur, conservez-moi la mémoire. C'est une bien bonne prière. Amen. Allez, viens, Milly. Milly a raison. Il fait de plus en plus sombre ici. Tiens. Les branches de haut du vieux Philippe. Qu'est-ce qu'elles ont donc à se faner comme ça? Et voilà, toutes desséchées. Qui va là? Encore toi. Ombre dans l'ombre. Cette fois, je te vois. Pas besoin de te regarder. Tu peux rester derrière moi. Que tu sois là ou non, je te vois dans le feu, je t'entends dans la musique, dans le vent, dans le calme de la nuit. Alors, pourquoi viens-tu me hanter ainsi? Je viens sans qu'on m'appelle. Je suis celui qui, abandonné dans sa jeunesse et misérablement pauvre, a souffert et lutté, et souffrira et luttera encore, jusqu'à ce qu'il ait tiré la science de la mine où elle est enterrée. Je suis cet homme. Je n'ai pas eu d'aide, ni l'amour d'une mère, ni les conseils d'un père. Je sais. Quand j'étais encore enfant, un étranger a pris la place de mon père. Ma mère m'a rejeté de son cœur. Mes parents étaient de ces êtres dont les préoccupations durent peu et dont les devoirs sont vite accomplis. De ces êtres qui abandonnent de bonne heure leur progéniture, comme les oiseaux leurs petits. Si elle tourne bien, ils s'en font gloire. Si elle tourne mal, ils se font plaindre. Je sais. Je connais cette enfance. Dans cette lutte, j'avais su trouver un ami, le conquérir, me l'attacher. Nous avons travaillé ensemble, côte à côte, et je lui ai donné toute la tendresse, toute la confiance refoulée pendant ma jeunesse. Je ne donnais pas sans partage. Pas sans partage. J'avais une sœur. Oui. J'avais une sœur. Les seuls éclairs d'affection que j'ai connus en famille venaient d'elle, qu'elle était jeune, belle, aimante. Je l'ai emmenée dans ma première maison et cette triste demeure devint un palais. Elle vint dans les ténèbres de ma vie et ma vie fut illuminée. Elle est devant mes yeux en ce moment. Je la vois dans le feu. Je l'entends dans la musique, dans le vent, dans le calme profond de la nuit. J'imaginais la vie avec celle qui me donnait la force de travailler. J'imaginais une vie calme, un bonheur doux, des liens d'or qui nous lieraient, nous et nos enfants, dans une guirlande étincelante. Il reste les souvenirs de ma sœur devenue la femme de mon meilleur ami. Illusion! Mensonge! Pourquoi suis-je condamné à garder de tout cela le souvenir trop fidèle? Illusion, mensonge. Cet ami à qui j'avais donné toute ma confiance conquit la tendresse de ma sœur et brisa mon univers. Je me souviens, oui, je me souviens. Mais le souvenir seul du malheur survit, comme le souvenir de la confiance et de l'amitié trahie. Et je porte en moi le cancer d'un éternel chagrin. Ma mémoire est devenue le poison de mon existence, et si j'avais le pouvoir d'oublier, j'oublierais. Railleur maudit, pourquoi sans cesse ces paroles cruelles? Reste à ta place, ne te retourne pas, ose porter la main sur moi et tu meurs. Je te vois prendre des airs de triomphe. Si j'avais le pouvoir d'oublier, j'oublierais.
Mauvais esprit de moi-même. Écho de tes pensées, devrais-tu dire. Alors pourquoi me tourmenter ainsi? Tous les hommes et toutes les femmes ont leur peine, et la plupart ont un jour ou un autre subi quelque tort, ingratitude, jalousie, que sais-je? Qui ne voudrait oublier ses peines et le mal qui lui a été fait? Qui ne voudrait les oublier, en effet, pour en être plus heureux et plus tranquille? Pas ce vieillard qui était ici ce soir, en tout cas. Mais les natures ordinaires ne sentent ni ne raisonnent comme les hommes de plus grande culture. Tentateur. Tentateur qui vole jusqu'à ma pensée. C'est une preuve de ma puissance. Écoute ce que je t'offre. Oublie les chagrins, les torts que tu as subis, le mal qu'on t'a fait. Les oublier? J'ai le pouvoir d'anéantir leurs souvenirs, de n'en laisser que des traces confuses, à peine saisissables, qui finiront par disparaître entièrement. Veux-tu qu'il en soit ainsi? Parle. Je le veux. Pacte conclu. Maintenant, à toi ce don, homme que maintenant je renie. Sache que le don que je t'ai fait, tu le transmettras partout où tu porteras tes pas. Non seulement tu ne pourras recouvrer toi-même le pouvoir auquel tu as renoncé, mais tu le détruiras désormais chez tous ceux que tu approcheras. Tu le détruiras désormais chez tous ceux que tu approcheras. Tu le détruiras désormais chez tous ceux que tu approcheras. Tu le détruiras désormais chez tous ceux. D'où peuvent venir ces cris? C'est au bout du corridor, on dirait. Il fait noir, comme dans un souterrain là-dedans. Oh là! Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Un chat sauvage? Un paquet de guenilles? Ou un monstre? Je mors si vous me touchez! Hein? Que fais-tu là? Et d'où viens-tu? Où est la femme? Je veux trouver la femme. Qui cela? La femme, celle qui m'a apporté dans cette maison et m'a mise devant le grand feu. Elle est restée trop longtemps dehors. Je suis sortie pour la chercher, je me suis perdue. Oh, je veux pas de vous! Je veux la femme! Oh, voyons, voulez-vous me lâcher? Je vous ai rien fait, moi. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vais aller trouver la femme. Ça n'est pas le chemin. Il y en a un plus court. Quel est ton nom? J'en ai pas. Où demeures-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer? Oh, voyons, voulez-vous me lâcher? Je vais aller trouver la femme. Par là. Je vais te conduire vers elle. Vous avez rien mangé? Elle ne t'a donc rien donné? J'aurai encore faim demain, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai pas faim tous les jours? Et puis, conduisez-moi vers la femme! Non, je n'irai pas là-bas ce soir. Je n'irai nulle part. Enfant, va tout droit devant moi, dans ce long corridor. Et quand tu auras passé la grande porte sombre de la cour, tu verras brûler du feu à une fenêtre. Le feu de la femme? Oui, le feu de la femme. J'ai trouvé la femme. La femme. Oh mon Dieu! Ainsi va le monde! Comment le monde va-t-il, ma chère? Oh, rien. Je vais mettre la table. Oh mon Dieu! Ainsi va le monde! Ah, ma petite femme, mais pourquoi donc es-tu en colère? Est-ce que je sais, Dolphus? Ne me pose pas de questions! Qui t'a dit que j'étais en colère? Sûrement pas moi. Et toi, Johnny? Au lieu de me regarder, occupe-toi donc de ta sœur. Si elle tombe de tes genoux, elle se tuera. Les enfants, le souper va être prêt dans une minute. Et pour aller chez le rôtisseur, votre mère est sortie sous la pluie. Votre mère est bien bonne, mes enfants. Oui,
vraiment bien bonne de sortir sous la pluie, par ce froid et ce vent, pour aller chez le rôtisseur. Dolphus. Dolphus, qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ma petite femme a eu un accès de mauvaise humeur. Mauvais temps, mauvaise fortune, mauvaise besogne. Ça peut produire cet effet. Ah, mon Dieu, je comprends cela. Vois-tu, Dolphus, nous sommes au temps de Noël, et tous les gens qui en ont les moyens s'amusent et font de la dépense. Et tout à l'heure, en courant les rues, je me suis sentie toute triste. Il y avait tant de choses dans les vitrines, et tant de choses bonnes à manger. Enfin, je ne pensais plus qu'à notre pauvreté et au nombre de bouches à nourrir à la maison. Après tout, c'est la vérité. Nous sommes pauvres, et il y a beaucoup de bouches à nourrir à la maison. Et alors, Dolphus, mon bon, mon patient, mon excellent mari, tout cela a changé d'un seul coup. Il a suffi de quelques minutes passées ici pour... Regarde cet homme. Regarde, Dolphus. Sur le pas de la porte. Que nous veut-il? Je vais le lui demander, ma chérie. Si tu veux bien me lâcher. Comme tu trembles. J'ai vu cet homme dans la rue tantôt, lorsque je suis sortie. Il m'a regardé et s'est avancé vers moi. Cet homme me fait peur. Peur? Et pourquoi? Je ne sais pourquoi. Non, arrête, Dolphus. Ne va pas vers lui. Tu te passes la main sur le front. Tu souffres? Es-tu malade? Qu'est-ce donc qui s'échappe encore de moi? Qu'est-ce qui s'échappe? Malade? Non. Non, je suis tout à fait bien. Pourquoi? Que voulez-vous, monsieur? La porte était entr'ouverte. Vous parliez et vous ne m'avez pas entendu entrer. Je crains de vous avoir inquiété. Ma femme dit, vous l'avez peut-être entendu, que ce n'est pas la première fois que vous l'effrayez ce soir. Je le regrette. En effet, je me souviens de l'avoir observé dans la rue. Mais je n'avais pas l'intention de l'effrayer. Ne me regardez pas comme ça. Pourquoi? Quel effet cela vous fait-il? Je me nomme Redlow. Je viens du collège à côté, où je suis professeur. Un de mes étudiants ne demeure-t-il pas dans cette maison? Monsieur Denham? Oui. Ne me regardez pas comme ça, monsieur. La chambre de ce jeune homme se trouve juste au-dessus de celle-ci. Si vous voulez me suivre, monsieur, je vais vous éclairer. Non, je veux monter seul, sans être annoncé. Donnez-moi seulement de la lumière, si c'est possible, et je trouverai le chemin. Voilà, monsieur. Quant à toi, ma femme, en voilà assez. Va te coucher. Le don que je t'ai fait, tu le transmettras partout où tu porteras tes pas. Qu'ai-je fait? Que vais-je faire? Depuis hier soir, je n'ai pas bougé de chez moi et déjà tout a changé. Je ne me reconnais plus moi-même. Je marche comme dans un rêve. Et je me demande bien ce qui me pousse à venir ici. Mon esprit est devenu aveugle. Ah, ça doit être ici qu'habite ce jeune homme. Entrez. Est-ce vous, Milly, ma bonne garde-malade?
Ah, bien sûr. Ce ne peut être que vous. Eh bien, Milly, vous ne dites rien? Monsieur Denham? Monsieur Redlow. Ne vous levez pas. Restez couché. Je vous en prie. Je vais m'asseoir, ici. J'ai appris par hasard qu'un de mes étudiants était malade, et seul. On ne m'avait dit ni son nom, ni son adresse. On m'avait seulement indiqué la rue. J'ai fini par trouver. Et comment avez-vous fait? En allant de maison en maison. J'ai été malade, mais je me porte beaucoup mieux à présent. C'était une fièvre cérébrale, je crois. Mais je suis à peu près guéri. Je ne puis dire que j'ai été seul pendant ma maladie, ce serait de l'ingratitude de ma part. Oui, ce serait bien mal reconnaître les soins qui m'ont été prodigués. Vous voulez parler de la femme du gardien? Oui. Je me suis souvenu de votre nom lorsqu'on l'a prononcé tout à l'heure en bas. Et je me rappelle vos traits. Nous n'avons eu que fort peu de rapports ensemble. N'est-il pas vrai? Oui, fort peu. Vous êtes, je crois, tenu éloigné de moi plus qu'aucun de vos condisciples. Sans doute. Et pour quel motif? Comment se fait-il que vous ayez pris à cœur de me cacher à moi, bien plus encore qu'à tout autre, que vous étiez malade, et que vous restiez ici à l'époque où tous vos condisciples se sont dispersés pour les vacances? Monsieur Redlow, vous avez découvert mon secret. Quel secret? Et que voulez-vous dire? Oh, monsieur. Votre façon d'être contraste tellement avec votre bienveillance habituelle. Votre voix est changée, contrainte. Oh. Mais votre regard même me prouve que vous me connaissez. Mais vous êtes un homme trop bon et trop juste, monsieur, pour ne pas reconnaître combien je suis innocent du mal qui vous a été fait. Des peines. Oui, mes seuls crimes sont mon origine et mon nom. Mal? Peine? Qu'est-ce que ça me fait? Au nom du ciel, que ces quelques paroles ne vous changent pas à ce point, monsieur. Oubliez-moi, je vous en conjure, et permettez-moi de redevenir pour vous l'étudiant inconnu qui se tenait à distance du maître dont il recevait les leçons. Et connaissez-moi seulement sous le nom que j'ai pris, Denham. Et non sous celui de Langford. Langford? Ah, monsieur, je retrouve votre vrai visage. Mais pourquoi le détournez-vous? Pourquoi ne me regardez-vous déjà plus? Oui, Langford. C'est le nom que porte ma mère, monsieur. C'est le nom qu'elle prit, alors que peut-être elle eût pu en garder un plus respecté, monsieur Redlow. Je crois connaître cette histoire. Et d'ailleurs, même si certains faits m'échappent, mon instinct me rapproche de la vérité. Vous n'avez pas l'air ému, monsieur. Pas une parole. Pas un geste. Ah, monsieur Redlow, j'ai bien dit ce que je voulais dire, car mes forces ne sont pas encore tout à fait revenues. Mais si j'ai démérité de vous, pardonnez-moi. Et pour tout le reste, oubliez-moi. Mais je vous en prie, avant de me quitter, donnez-moi votre main. Ne m'approchez pas. Le passé est passé. Il meurt comme meurt la brute. Que venez-vous me parler des traces qu'il aurait laissées dans ma vie? Folie, mensonge que tout cela. Qu'ai-je à faire de vos rêves insensés? Si vous avez besoin d'argent, en voici. Je suis venu pour vous en offrir, et non pour autre chose. Il ne peut y avoir d'autre motif qui m'ait conduit ici. Êtes-vous sûr? Vous pressez vos tempes comme si vous souffriez. Monsieur, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Il ne peut y avoir d'autre motif. Et cependant... Reprenez votre bourse, monsieur. Je voudrais que vous puissiez reprendre en même temps le souvenir de votre offre et de vos paroles. En vérité? Oui, monsieur. Ah, vous refusez de me tendre la main, alors maintenant, lâchez mon bras.
Lâchez-moi. La maladie engendre des chagrins et des ennuis, n'est-ce pas? Assurément. Et avec la maladie vient tout un cortège de misère physique et morale. L'insomnie, l'anxiété, la douleur. Ne serait-on pas heureux d'oublier tout cela? Vous passez votre main sur votre front, vous aussi. Oh, mais lâchez-moi. C'est Milly, ma bonne garde, mon ange gardien. Milly. Depuis le premier instant, j'ai peur de la rencontrer. Cette femme-là est bonne, réellement bonne. Je risque de l'altérer. Si je tue en elle les meilleurs sentiments, c'est criminel. Et qu'est-ce que vous marmonnez? De toutes les personnes qui pouvaient venir ici, celle qui frappe en ce moment à la porte est celle que je voudrais le plus éviter au monde. Cachez-moi quelque part. Ah bien. Alors, passez derrière cette tenture, il y a une petite mansarde. Là. Voilà. Entrez, Milly. Eh bien, vous ne répondiez pas, monsieur Edmund. Comment allez-vous? Oh, mais votre main est bien chaude. Davantage que ce matin. Vous sentez-vous tout à fait bien? Oh, mais votre front est brûlant. Ah, je n'ai presque plus rien. Ah, bien. Bien, alors je vais coudre un peu. Oh, et puis non, je vais mettre un peu d'ordre. Oui, je vais refaire votre lit. Vos oreillers ne sont pas très bien placés. Voilà, je vais les arranger un peu. Si vous voulez. Voilà. Oh, tenez, j'ai rapporté les rideaux de mousseline neuve pour la croisée. Ils sont tout propres et pas chers. Et puis, ils vous protégeront de la lumière trop crue. Je vais les finir près de vous. William dit que pendant votre convalescence, il ne faudra pas laisser entrer trop de lumière dans la chambre. Ça pourrait vous donner des étourdissements. Ah, monsieur Edmund, vous avez dû souvent penser depuis votre maladie que le malheur est un grand maître. Oui, cela est bien vrai. Et je me le suis dit plus d'une fois en travaillant à côté de vous. Mais vous verrez dans quelques années, à pareille époque, lorsque vous vous rappellerez le temps où vous étiez malade, sans vouloir le faire même savoir à vos amis, votre intérieur vous sera doublement cher. Vous ne croyez pas? Oui, peut-être. Mais depuis votre maladie, monsieur Edmund, il m'a semblé que vous trouviez une sorte de compensation dans les attentions que vous ont prodiguées Sophia et son mari, vos voisins qui habitent en dessous. Mais monsieur Edmund, mais pourquoi vous levez-vous? Vous allez vous fatiguer. Ce mérite-là ne vaut pas la peine d'être prôné si fort, Madame William. Les gens d'en bas, croyez-le bien, seront payés, lorsqu'il en sera temps, de tous les petits services supplémentaires qu'ils m'ont rendus. Et sans doute ils y comptent. Oh, je vous ai aussi de grandes obligations, Madame William. Que voulez-vous dire? Votre exagération ne saurait changer ma manière de voir à l'égard des services en question. Je sais que vous avez pris intérêt à ma situation, et je vous en suis bien obligé, je vous le répète. Alors que voulez-vous de plus? Ce que je veux de plus? Je vous en suis fort obligé, je vous le répète. À quoi bon me rappeler toute l'étendue de vos droits à ma reconnaissance? Alors vous parlez de souffrance, de chagrin. Ne dirait-on pas que j'ai souffert 1000 et 1000 agonies? Oh, mais pouvez-vous penser que j'ai parlé des pauvres gens de cette maison pour rappeler et faire valoir mes faibles services? Moi, avoir une pareille pensée? Oh, cela m'inquiète fort peu, ma chère. J'ai eu une indisposition à laquelle votre sollicitude, remarquez, je dis sollicitude, a donné des proportions exagérées. Cette indisposition est passée, il est inutile d'y revenir sans cesse. Maintenant, je reprends le cours de ma vie normale. Je rouvre mes livres. Mais rouvrez votre livre, monsieur Edmund. Oh, peut-être préférez-vous être seul? Je n'ai aucune raison de vous retenir. Non, en effet. Mais, excepté qu'il me faut finir vos rideaux. Ah, évidemment, les rideaux. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Ah bon? Alors je les remporte. Si par hasard vous aviez encore besoin de moi, monsieur Edmund, j'ai été bien heureuse de pouvoir vous aider et je ne m'en fais aucun mérite. À présent que vous allez mieux, peut-être craignez-vous que je ne revienne vous importuner, mais je vous assure, je ne serai plus revenue après votre guérison. Vous ne me devez rien.
Cependant, j'ai droit à être traitée aussi justement que si j'étais une dame. Et si vous me soupçonnez de vouloir exagérer par un vilain calcul le peu que j'ai essayé de faire pour rendre confortable votre chambre de malade, vous vous injuriez plus que vous ne m'injuriez moi-même. Voilà pourquoi je suis attristée. Oh oui, bien attristée. Eh bien, au revoir, Monsieur Edmund. Elle est partie, vous pouvez revenir, monsieur Redlow. Quand la maladie étendra de nouveau sa main sur vous, et puisse-t-elle arriver bientôt, mourrez ici, pourrissez ici. Que vous ai-je fait? Quel changement avez-vous opéré en moi? Quelle malédiction avez-vous attirée sur ma tête? Rendez-moi moi-même. Rendez-moi moi-même aussi. Je suis infecté, je suis contaminé, je suis chargé de poison pour mon esprit et pour ceux de l'espèce humaine tout entière. Je suis de pierre à cette heure, pour tout ce qui excitait naguère mon intérêt, ma compassion, ma sympathie. L'égoïsme et l'ingratitude naissent sous mes pas maudits. Ma seule supériorité sur mes victimes, c'est que je les puis haïr au moment de leur métamorphose. Répondez-moi, monsieur, ne partez pas. Je ne vous laisserai pas partir avant que vous m'ayez répondu. Quelle malédiction! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi Non, ou je frappe! Fuyez! Fuyez dans les ténèbres et dans la neige! Fuyez dans le vent et la tempête! Vous et vos lubies! Le don que je t'ai fait, tu le transmettras partout où tu porteras tes pas. Où il portait ses pas? Il ne le savait ni ne s'en inquiétait, pourvu qu'il évitât les hommes. Le changement qu'il sentait en lui faisait des rues un désert, de lui-même un désert, et de la foule qui s'agitait autour de lui dans les innombrables occupations de la vie, un immense amas de sable que les vents dispersaient en atomes inintelligibles et dans une confusion dévastatrice. Ces traces, qui devaient bientôt mourir dans son cœur, suivant la prédiction du fantôme, n'étaient pas encore à ce point effacées qu'il eût perdu le sentiment de ce qu'il était et de ce qu'il faisait de ses semblables. C'est pourquoi Redlow désirait rester dans la solitude. Vous venez d'entendre un conte de Noël de Charles Dickens, Le Possédé, première partie, adapté par Nadine Lefébure, avec Marcel Lupovici, Henri Nassier, Paul Villet, Vera Feder, Rosine Favet, Jean Péméja, Jeanne Val, François Mestre, Roland Ménard, Roger Bray. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Jean-Claude Lagarde et Robert Gachassin. Assistante, Colette Chemama. Réalisation, Henri Soubéran. Les contes de Noël de Charles Dickens, adaptés par Nadine Lefébure. Aujourd'hui, Le Possédé, deuxième partie. Le don que je t'ai fait, tu le transmettras partout où tu porteras tes pas. Où il portait ses pas. Le professeur de chimie Redlow ne le savait ni ne s'en inquiétait, pourvu que désormais il évitât les hommes. Depuis qu'il avait accepté le pacte avec le fantôme, oublié ses chagrins et ses peines, le changement qui s'opérait en lui faisait de lui un désert, de lui-même un désert, et de la foule qui s'agitait autour de lui, un immense amas de sable qui se dispersait au vent. De braves gens,
Des inconnus qui habitaient des bâtiments proches du collège avaient été les premiers contaminés. L'étudiant pauvre qui demeurait au-dessus d'eux, oubliant à son tour ses tourments à son contact, était lui aussi devenu sec et méchant. Seul, l'enfant abandonné qui s'était réfugié auprès de Milly, la femme du gardien du collège, seul l'enfant n'avait pas changé à son approche. Il était resté tel que les circonstances l'avaient fait. Veux-tu me laisser tranquille? Allez, lève-toi. Tu ne m'as pas oublié. Cette maison t'a la femme, elle est pas à toi. Qui donc a lavé tes pieds et pansé tes blessures? La femme. Milly? Oui. Est-ce aussi elle qui t'a lavé le visage? Oui, c'est la femme. Oh, enlevez votre main sur ma tête. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont-ils? La femme est sortie. Je le sais. Mais où sont le vieillard à cheveux blancs et son fils? Philippe et William? Sortis. Ils ont eu affaire quelque part. On les a envoyés chercher bien vite pour voir un malade. Ils m'ont dit de rester ici. Conduis-moi chez ce malade. Je te donnerai de l'argent. Combien? Plus de shillings que tu n'en as jamais vu. Laissez-moi tranquille. Je veux pas vous mener à cet endroit-là, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Sinon, je vous jette un tison dans la tête. Écoute, enfant. Conduis-moi où tu voudras, pourvu que tu me conduises vers des gens très misérables, très méchants. Je veux leur faire du bien et non du mal. Tu auras de l'argent autant que je l'ai dit, et je te ramènerai. Allez, lève-toi, viens vite. Me promettez-vous de me laisser marcher seul et pas me toucher? Je te le promets. De me laisser aller devant, comme il me plaira. Oui, je te le promets. Eh bien, donnez-moi de l'argent d'abord. J'irai. Comme ça? Pieds nus? Par ce froid? J'irai. C'est ici. Dans ces maisons en ruine? Oui, dans celle où il y a une inscription. Logement pour voyageurs. Il n'y a pas une lumière. Entrez, je vous attendrai. Va-t-on me laisser entrer? Dites que vous êtes médecin. Il y a beaucoup de malades par ici. Cette maison, du moins, est hantée par la souffrance et les chagrins. Dans cette maison, si j'apporte l'oubli, ça ne peut être que bénéfique. Redlow? Vous me connaissez? Redlow. Ah, monsieur Redlow, c'est vous? William, vous, ici dans cette maison? Milly vous aura prévenu, monsieur, et vous êtes venu pour nous aider. Hélas, il est trop tard. Mais que se passe-t-il? Mon père va vous le dire, monsieur Redlow. Regardez, monsieur Redlow. Qui est couché sur ce lit de sangles? Trop tard. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de nous tenir tranquilles tant qu'il sommeille. Mais qui est cet homme? Mon fils Georges, monsieur Redlow. Mon fils Georges, l'aîné. Celui qui faisait l'orgueil de sa mère avant de mal tourner. Et celui que j'ai rencontré sous le palier, avec une lumière, William. Qui était-ce? Madame, monsieur... Comment un homme peut-il boire, jouer, se pervertir jusqu'à ne pouvoir tomber plus bas? Il joue, dites-vous? Bah, ce qu'on m'a dit, oui. Il sait aussi un peu de médecine, paraît-il. Et il a vécu à Londres avec mon malheureux frère que vous voyez là. Et comme ils logent tous deux ici en ce moment, il vient nous aider à soigner mon frère.
Quel triste spectacle, monsieur. Mais c'est ainsi. Il y a de quoi tuer mon père. Mais entrez donc, monsieur Redlow, ne restez pas sur le pas de la porte. Hier même, n'as-tu pas compris que les souvenirs du vieux Philippe n'étaient que deuils accumulés? Douleur de voir son fils aîné dépravé. Et aujourd'hui, tu aurais peur d'user de ta puissance. Peur de déraciner les précieux souvenirs de ce moribond. Reste donc, Redlow. Père. Mon garçon. Père, je viens de vous entendre dire que j'étais l'orgueil de ma mère. Le souvenir de ce temps est bien cruel à cette heure. Non, ne dis pas que ce souvenir est cruel. Il ne l'est pas pour moi, mon fils. Oh, Père, il te brise le cœur. Tu pleures. C'est vrai, mais il est profitable. Pense à ce temps-là. Pense-y comme je le fais. Et ton cœur deviendra meilleur. Père, je suis mourant, je le sais, si bas que j'ai à peine la force de parler de ce qui me pèse le plus sur le cœur. N'y a-t-il plus d'espoir? Pour tous ceux dont le cœur est touché de repentir, il y a de l'espoir. Hier encore, j'ai remercié Dieu qui m'envoyait le souvenir du temps où ce malheureux fils était un enfant innocent. Oh, depuis ce temps-là, quelle détestable existence j'ai traîné. Mais il a été enfant et a partagé les jeux des enfants. Le soir, avant d'aller se coucher, il disait des prières à genoux près de sa pauvre mère. Je l'ai vu faire bien des fois. Et bien des fois, j'ai vu sa mère appuyer sa petite tête sur son sein et l'embrasser. Oh mon Dieu, ramène dans la bonne voie ce pauvre égaré. Je sens que je vais mourir. J'ai peine à respirer. Je me souviens d'avoir quelque chose à dire au sujet de l'homme qui était ici tout à l'heure. Père, William, attendez. N'y a-t-il pas quelque chose de noir là, dans l'encadrement de la porte? Si. Est-ce un homme? Oui, Georges. C'est M. Redlow, le professeur de chimie du collège. Il porte un pardessus noir. Entrez, Monsieur Redlow. Asseyez-vous au pied de mon lit, monsieur. J'ai été si bouleversé ce soir quand j'ai vu mon pauvre vieux père, en songeant à tous les chagrins que j'ai causés, à tout le mal que j'ai fait, que je... Que se passe-t-il, Georges, mon fils? Souffres-tu davantage? Je ne sais. Voyons, je disais que j'essaierai de réparer ce qu'il dépend de moi de réparer. Si je parviens à débrouiller les pensées qui tourbillonnent dans mon esprit. Il y avait un homme ici, tout à l'heure. L'avez-vous vu, monsieur Redlow? Je l'ai croisé sur le palier, oui. Cet homme semblait me reconnaître. Non, ne passez pas votre main sur votre front comme cela. Cet homme est sans ressources, réduit à la dernière extrémité. Ne le perdez pas de vue, monsieur. Je sais qu'il a des idées de suicide. Il a semblé me reconnaître. Son visage ne vous dit rien?
Vous ne vous souvenez de rien? Que Dieu vous donne. Que m'avez-vous donc fait? J'ai vécu sans peur. Et je veux mourir sans peur. Que Dieu vous donne tous. Où est mon fils William? William, retournons à la maison. À la maison, père? Et éloignons-nous d'ici. Mais tu ne veux pas abandonner ton propre fils dans cet état? Mon fils, où est-il? Eh bien, père Georges est là, sur ce lit. Mais ça, ce n'est pas mon fils. Ça n'a rien de commun avec de tels misérables. Il n'y a là qu'un homme qui vient de nous chasser. Je vois mes enfants avec plaisir. Ils s'empressent autour de moi et me prodiguent leurs soins. Ils me donnent à manger, à boire et me sont fort utiles. J'ai droit à leur service. J'ai 87 ans. Tu es bien assez vieux pour ne pas avoir besoin de le devenir davantage. Oui, vraiment, je me demande à quoi tu es bon. Et pour ce qui est de nos services, nous aurions beaucoup plus de plaisir sans être obligés de tolérer. Ah, vous l'entendez, monsieur Redlow? Et il me parle de mon fils Georges. Qu'a-t-il jamais fait pour m'être agréable, celui-là? Je voudrais bien le savoir. Moi, je voudrais bien savoir ce que tu as jamais fait pour m'être agréable à moi. Tenez, monsieur Redlow. Lorsque je regarde mon père, je veux être fouetté. Si je vois autre chose en lui qu'un vieux calendrier d'années qui ne pense qu'à manger, à boire, à se donner ses aises encore et toujours... J'ai 87 ans, hein, je ne me rappelle pas m'être jamais dérangé en rien, pour rien. Ce n'est pas pour commencer maintenant. À propos de ce qu'il appelle mon fils, il n'est pas mon fils. J'ai eu du bon temps. Je me rappelle qu'une fois... non, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. J'ai 87 ans, hein. J'ai 87 ans, moi. Monsieur. Voilà le petit monstre, là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Retournons voir la femme, monsieur. Oui. Et dépêchons-nous. Voilà 2 heures que vous me tenez enfermée. Ah non, ne me touchez pas. Pourquoi avez-vous fermé la clé? Vous l'avez ramené chez vous pour me reprendre mon argent, hein? Tiens, en voilà d'autres. Allez, va, ramasse-les. Voici donc le seul compagnon qui me reste sur la terre. Voulez-vous me laisser? Je veux voir la femme. Pas encore, reste ici. Personne à cette heure ne doit sortir de cette chambre et y entrer. Qui est là? C'est moi, monsieur Redlow. Laissez-moi entrer, je vous en prie, monsieur. Non, pour rien au monde. Monsieur Redlow, ouvrez-moi de grâce. Je veux sortir. Toi, reste ici. Comme voulez-vous, Milly? Le malade que vous êtes allé voir est au plus mal. Je n'ai rien pu faire pour le radoucir. Le père de William est tombé subitement en enfance. William n'a pas eu la force de supporter un pareil coup, on ne le reconnaît plus. Oh, je vous en conjure, monsieur Redlow, conseillez-moi, secourez-moi. Non! Monsieur Redlow, mon cher monsieur Redlow, Georges a parlé de l'homme que vous avez vu sur le palier. Il craint que cet homme ne se suicide. Cela vaudrait mieux pour lui que seulement s'approcher de moi. Dans son délire, Georges dit que vous connaissez cet homme, qu'il était votre ami, qu'il est le père d'un de nos étudiants. Oh, mais que faut-il faire? Je vous en supplie, conseillez-moi. Aidez-moi. Laissez-moi sortir. Toi, reste tranquille. Dors. Monsieur Redlow. Fantôme, esprit vengeur, ayez pitié de moi. Laissez-moi sortir de ces ténèbres. Voilà longtemps que j'enseigne que dans le merveilleux édifice du monde matériel, chaque chose est indispensable, que nul atome ne peut disparaître sans laisser un vide dans le grand univers.
Je sais maintenant qu'il en est de même du bien et du mal, du malheur et de l'affection dans la mémoire des hommes. Ayez pitié de moi. Délivrez-moi. Secourez-moi, monsieur Redlaw! Secourez-les! Ombre de moi-même. Reprends-moi ce don. Ou, s'il faut qu'il me reste, enlève-moi ce terrible pouvoir de le transmettre à mes semblables. Je resterai maudit, mais rends au moins la paix à ceux que j'ai voués à la malédiction. J'ai épargné cette femme, tu en es témoin. Plutôt que de la laisser approcher de moi, je resterai reclus ici, jusqu'à mon dernier soupir, avec cet enfant qui semble à l'abri de mon pouvoir pour me servir. Par pitié, ouvrez! Aidez-moi à le secourir! Milly est partie. L'enfant dort devant le feu. Peut-être ai-je dormi dans mon fauteuil, moi aussi. Ah, Dieu soit loué. Ces chants. Ah, encore toi. Encore toi qui reviens. Ombre dans l'ombre. Fantôme de moi-même. Je te vois. Ne m'as-tu pas appelé cette fois? Mais quelle est cette autre forme radieuse? Cette clarté qui se penche sur l'enfant endormi? On dirait Milly. La bonne, l'incomparable Milly. Spectre. Je ne me suis montré ni redoutable, ni inflexible pour elle. Ne la conduis pas ici. Ne l'enferme pas ici. Ce n'est qu'une ombre. Et quand paraîtront les premières lueurs du jour, tu iras la chercher. Y suis-je condamné? Oui. Suis-je condamné à détruire son repos, la bonté de son âme, et à faire d'elle ce que je suis moi-même, et ce que j'ai fait de tous ceux que j'ai approchés? J'ai dit va la chercher, je n'ai pas dit autre chose. Si je n'ai pas le pouvoir d'abolir cette malédiction, un autre le pourra-t-il? Elle, peut-être, Milly. Tout à l'heure, en entendant ces chants de Noël, j'ai senti qu'un changement commençait à se faire en moi. Dis-moi si elle n'a rien à redouter de moi. Réponds-moi. Puis-je m'approcher d'elle sans crainte? Réponds au moins à cette question. Saura-t-elle désormais qu'il est en son pouvoir de réparer le mal que j'ai fait? Elle ne le saura pas. Possède-t-elle ce pouvoir sans en avoir conscience? Je te dis d'aller la chercher. Terrible instructeur, par qui j'ai été renié, mais qui vient me visiter de nouveau. Impitoyable instructeur, tu me laisses une lueur d'espérance. Qui sait? Je t'obéirai. Mais parle-moi de cet enfant. De cette créature endormie à tes pieds. Pourquoi seul cet enfant s'est-il soustrait à mon pouvoir? Parce qu'il est le type de l'être humain entièrement privé de souvenirs tels que ceux auxquels tu as renoncé. Ni peine, ni souffrance. Rien ne touche cette misérable créature abandonnée depuis sa naissance. Son cœur est un désert aride. Malheur à un pareil homme. Malheur, 1000 fois malheur au peuple chez lequel se trouveraient en grand nombre des monstres semblables à celui qui dort à tes pieds. N'avais-je pas raison de dire hier que tu ne m'inspirais qu'épouvante? Il n'y a pas un père à côté duquel passent ces créatures. Pas une mère parmi toutes les mères aimantes de ce monde. Pas un être humain sorti de l'enfance qui ne soit, plus ou moins, responsable de cette énormité. Il n'y a pas sur terre une nation sur laquelle cette énormité n'attirerait la malédiction divine.
Pas de religion sur terre qui n'en serait avilie. Pas un peuple qui n'en serait déshonoré. Contemple le type parfait de ce que tu as souhaité être. Ton influence ici est impuissante tout simplement parce que du cœur de cet enfant, il n'y a rien à bannir. Ses pensées sont en harmonie avec les tiennes, parce que tu étais descendu jusqu'à son niveau, hors nature. Cet enfant est le produit de l'indifférence des hommes. Et tu es, toi, le produit de la présomption humaine, 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 le produit de la présomption humaine. Ah, l'horizon s'éclaircit. Le soleil rouge de l'hiver va se lever. Viens. La femme! Où la femme? Conduisez-moi! Viens, nous allons la chercher. Et retourner avec elle partout où j'ai porté l'oubli. Horrible petite brute! Petit assassin! Comment as-tu le cœur de gifler ta petite sœur? Et pourquoi ne veut-elle pas finir de faire ses dents, au lieu de m'embêter comme ça? Et toi, Adolphus? Pourquoi ne travailles-tu pas? Parce que je n'ai pas le cœur au travail. Moi non plus! Ce qui ne m'empêche pas de me tuer à l'ouvrage. Pourquoi ne lis-tu pas ton journal, au moins? Qu'est-ce qu'il y a à lire dans le journal, je te le demande? Qu'est-ce qu'il y a à lire, monsieur? Les naissances, les décès, les mariages, cela t'est indifférent aussi. Oh, le mariage, je les connais par expérience. Et là-dessus, Dieu merci, j'en sais assez long. Et moi donc? Maman, voici Millie William qui descend la rue. Elle vient ici. Tu es sûre que c'est Millie, Johnny? Oh. Qu'as-tu donc à te tenir la tête, Sophia? Ça ne va pas? Oh, Dolphus. Dolphus, mon ami. Sophia, Sophia, je suis une brute. Ma Sophia, calme-toi. Millie William est entrée dans la maison. Ma petite femme. Je me demandais comment j'avais pu t'aimer. Je trouvais ta taille épaissie, je t'accusais d'avoir un peu vieilli. J'oubliais les chers enfants que tu m'as donnés. Et moi, Dolphus, j'ai pensé que tu avais une figure bien banale. Et c'est vrai. Mais que m'importe, pourvu que ce soit ta main qui me ferme les yeux. J'ai pensé que ton dos commençait à se voûter, mais tu t'appuieras sur moi et je te soutiendrai de mon mieux. Maman, c'est Millie. Oh, bonjour Millie. Bonjour Millie. Bonjour. Vous avez l'air bien joyeux de me voir. Qu'ai-je donc fait pour être tellement aimé? Qui donc ne vous aimerait pas, Millie? Vous avez l'air bien émue, Millie. Oh, je ne l'ai jamais été davantage. La voix me manque presque pour vous raconter pourquoi. Figurez-vous que dès le lever du soleil, Monsieur Redlow est venu me trouver. Monsieur Redlow? Oui. Il m'a supplié d'aller voir avec lui le frère de William, le pauvre George qui est bien malade. Et dès que nous sommes entrés dans la chambre, le malade qui était prostré depuis la veille s'est assis. Il a fondu en larmes et tendu les bras. Il s'est écrié qu'il avait longtemps mené une vie effroyable, mais qu'il se repentait. Et il m'a ensuite supplié de demander à son pauvre vieux père son pardon, sa bénédiction, et de dire une prière au chevet de son lit. Oh. Et Monsieur Redlow a prié avec moi. Et puis je me suis assise. Georges s'est assoupi un peu, ma main dans les siennes. Et Monsieur Redlow a pris ma place quand je suis partie. Voilà. Et il m'a dit de venir vous raconter tout cela, je ne sais pourquoi, et d'aller voir aussi l'étudiant qui habite au-dessus de chez vous. Ah, oui. Hier, il m'a rudement renvoyé, mais je pense qu'il avait peut-être un accès de fièvre et qu'il sera bien aise de me revoir. Oui. Surtout que j'ai des nouvelles pour lui. Ah, oui. Oh, Monsieur Edmond, mais vous debout par ce froid, mais vous êtes fou. Ah non, non, c'est hier que j'étais fou, Millie. Aimable Millie, je ne sais ce qui m'a pris, je n'étais plus moi-même. Ah oui, la fièvre sans doute, j'étais fou et méchant. Mais je me sens renaître. Mais j'en suis très heureuse, Monsieur Edmond. Vous reviendrez et vous finirez mes petits rideaux.
Oh, vous ne vous souciez guère de mon ouvrage. Oh, est-ce me pardonner que me parler ainsi? Dites-moi, monsieur Edmund, j'allais vous voir parce qu'il est arrivé des nouvelles de chez vous. Des nouvelles? Comment des nouvelles? Votre silence pendant votre maladie, je pense... Enfin, ou bien votre écriture, qui était tellement changée depuis votre convalescence. Toujours est-il qu'on s'est inquiété. Mais aurez-vous la force de supporter... Dites, Milly, dites. Quelqu'un est arrivé. Ma mère? Ce n'est pas votre mère. Oh, ce ne peut être personne d'autre. En êtes-vous bien sûr? Oh, ce n'est pas... Mais si, c'est elle, la jeune dame. Elle ressemble bien à la miniature que j'ai vue chez vous, monsieur Edmund. Mais elle est beaucoup plus jolie. Cette jeune dame est venue elle-même chercher de vos nouvelles. Elle est arrivée hier au soir avec une petite servante. Et comme vos lettres étaient toujours envoyées du collège, c'est là qu'elle est venue vous demander. Et voilà comme je l'ai vue ce matin, avant même la visite de monsieur Redlaw. Et où est-elle maintenant? Dans ma petite chambre, près de la loge. Et elle vous attend. Merci, ma bonne Milly. J'y cours. Allez devant, monsieur Edmund. Vous irez plus vite. Oh. Oui, oui. Monsieur Redlaw doit être à la loge avec William et son père. Si vous le voyez, ayez beaucoup de ménagement pour lui. Il en a bien besoin. Il est très changé. Il m'a avoué ce matin que sa mémoire s'était brusquement affaiblie. Ah, bien. J'y veillerai, ma bonne Milly. Tous mes vœux. Merci. Au revoir. Bonjour, père. Oh, eh bien, qu'est devenue ma bonne Milly pendant tout ce temps? Elle est restée bien longtemps absente. Je m'aperçois que je ne peux pas me passer d'elle, hein. Oui, mon fils William, il me semble que je sors d'un rêve. Ouais, moi aussi, père. Ben, j'ai fait, je crois, une sorte de cauchemar. Et comment te sens-tu? Brave gaillard. Quel homme tu fais! Quand je pense qu'à 87 ans, te voilà toujours aussi dispo pour cette nouvelle année. N'en ferais jamais assez pour t'honorer comme un vieux gentleman. Oh, monsieur Redlaw. Joyeux Noël, Philippe. Cela me rappelle, monsieur Redlaw, que je vous ai vu dans cette même loge par une belle matinée de Noël, au temps où vous étiez vous-même un simple étudiant. Mais si studieux que, même pendant les fêtes de Noël, c'était à peine si vous quittiez notre bibliothèque. Ah oui, je suis assez heureux pour me souvenir de ce temps-là. Et je me le rappelle à merveille. Je vous l'assure, bien que j'ai 87 ans. Vous souvenez-vous de ma pauvre femme, monsieur Redlaw? Oui, Philippe. Ah, c'était une chère créature. Je me rappelle que certains jours de Noël, vous êtes venu ici, dans la matinée, avec une jeune dame. Je vous demande pardon, monsieur Redlaw, mais je crois que c'était une sœur à laquelle vous étiez bien tendrement attaché. Oui, j'avais une sœur. Et par une belle matinée de Noël, vous êtes venu ici avec elle. Tout à coup, la neige s'est mise à tomber. Et ma femme a engagé la jeune dame à venir s'asseoir près du feu qui flamboyait toujours à Noël dans ce qui était autrefois la grande salle de banquet. J'étais là. Et je me rappelle que, tandis que j'attisais la flamme pour réchauffer les petits pieds de la jeune dame, elle lut l'inscription qui se trouve au-dessus du portrait. « Seigneur, conservez-moi la mémoire. » La jeune dame et ma femme se sont mises à bavarder à propos de cette inscription. Elles dirent que c'était une bonne prière et qu'elles ne manqueraient pas de la réciter avec ferveur pour ceux qu'elles aimaient le mieux, si Dieu les retirait de bonheur de ce monde. « Pour mon frère, dit la jeune femme. « Pour mon mari, dit ma pauvre femme. Seigneur, conservez-lui la mémoire et faites qu'il ne m'oublie pas. » Philippe, vous voyez un homme que la Providence vient de durement éprouver. Vous me parlez, mon ami, de choses que je ne puis me rappeler, car la mémoire m'a quitté. Oh, ciel miséricordieux!
J'ai perdu le souvenir de mes souffrances, de mes chagrins et du mal qui m'a été fait. Et en perdant ce souvenir, j'ai en même temps perdu tout ce que l'homme aime à se rappeler. Et je vois bien à votre physionomie, Philippe, que vous savez combien tous les souvenirs sont précieux dans la vieillesse. Oh. J'ai trouvé l'homme! Il est là, à côté! Je l'ai ramené! Mais quel homme? Enfant, viens près de moi. Mon petit, viens. Non! J'aime mieux la femme! Tu as raison. Mais n'aie pas peur. Tu peux t'approcher de moi. Je suis plus gentil qu'hier soir. Et pour toi, plus que pour personne. Pauvre petit. Puis-je vous parler, monsieur Redlaw? Votre voix m'est d'un grand secours, Milly. Puis-je vous demander quelque chose? Ce qu'il vous plaira. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit hier soir, lorsque je suis allée frapper à votre porte? Je vous ai parlé d'un ancien ami qui était sur le point de se suicider. Oui, je crois m'en souvenir. J'ai retrouvé cet homme cette nuit. Heureusement, il était encore temps. Quelques instants de plus, il aurait été trop tard. L'ami dont je vous parle est le père de l'étudiant pauvre qui est resté au collège pour les vacances. Son véritable nom est Langford. Vous rappelez-vous ce nom? Je me le rappelle. Et l'homme, votre ami? Non. A-t-il jamais eu quelque tort envers moi? M'a-t-il fait souffrir? Oui, et beaucoup à ce qu'il paraît. Oh, alors je ne pourrais pas me rappeler, je ne pourrais pas. C'est sans espoir, sans espoir. Monsieur Redlaw, et si vous m'écoutiez avec autant d'attention que si vous n'aviez rien oublié? Je vous écoute, Milly. Votre ancien ami est depuis longtemps séparé de sa femme. Et cette séparation remonte loin. Son fils était encore fort petit. Votre ami me l'a dit lui-même. Oui, il a abandonné ce qu'il aurait dû aimer le plus au monde. Et depuis, il est peu à peu tombé si bas que... Oh, écoutez, monsieur Redlaw, mieux vaut qu'il vienne lui-même. Entrez, monsieur Langford. Vous me connaissez, monsieur, il paraît. Je serais heureux. Cette expression ne m'est pas habituelle. De pouvoir répondre que non. Voyez comme il est misérable, monsieur Redlaw. Si vous pouviez vous souvenir de tout ce qui a trait à cet homme, ne seriez-vous pas ému à l'idée qu'un être que vous avez aimé ait pu en arriver là? Je serais bouleversé sans doute. Je l'espère, du moins. Je n'ai pas beaucoup d'instructions et vous en avez beaucoup, monsieur Redlaw. Je n'ai pas l'habitude de réfléchir, tandis que vous réfléchissez toujours. Mais voulez-vous me permettre de dire pourquoi il me semble profitable de se souvenir du mal qui nous a été fait? Dites, ma bonne Milly. C'est simplement pour que nous puissions le pardonner. Ah, Dieu puissant. Grâce, grâce. Car je vois bien que j'ai rejeté un de vos dons les plus précieux. Et si la mémoire vous est rendue comme nous l'espérons et le demandons au ciel, ne serez-vous pas bien heureux de vous rappeler en même temps le mal qui vous a été fait et le pardon qui vous a été accordé? Cet homme ne peut retourner chez lui, puisqu'il a déserté son foyer. Il ne songe même pas à y retourner, il n'y apporterait que la honte. La meilleure réparation qu'il puisse faire aux siens, c'est de les éviter. Eh bien, Milly, eh bien, que puis-je faire? Une petite somme d'argent, employée avec prudence, lui permettrait de partir pour quelque contrée lointaine, où il pourrait vivre honnêtement. C'est le plus grand service qu'on puisse rendre à son fils et à la malheureuse femme qu'il a épousée. Et pour lui, qui a perdu sa réputation, son esprit et sa santé, ce serait peut-être le salut. Ce sera fait. Mais je voudrais que ce soit par vous, et sans nul retard. Dis aussi à cet homme que je lui pardonnerais de mon cœur si j'étais assez heureux pour me souvenir de ses torts envers moi. Vous êtes si généreux, comme vous l'avez été toute votre vie, Redlaw, que vous chasseriez toute idée de ressentiment. Quant à moi, je ne chercherai point à oublier, croyez-moi, si vous pouvez encore me croire. Milly, venez plus près de moi, Milly. Je suis un trop grand coupable pour essayer d'atténuer mes torts.
Et le souvenir de mon passé est trop profondément gravé dans mon esprit pour que j'ose même implorer votre pardon, Redlow. Tout ce que je puis vous dire, c'est que depuis le jour où j'ai commencé à me dégrader en trahissant votre confiance, je ne me suis plus arrêté dans la mauvaise voie. J'aurais peut-être été un autre homme, et ma vie eût été bien différente si j'avais évité ce premier pas si fatal. Je dis peut-être, car je ne cherche pas à me disculper. Votre sœur vit tranquille et plus heureuse qu'elle n'eût vécu avec moi, lors même que je serais resté tel que vous me croyiez, tel que je me supposais moi-même autrefois, du temps que nous étions amis. Cet homme parle comme s'il sortait de la tombe. J'aurais en effet creusé ma propre tombe la nuit dernière, sans l'appui de l'ange qui se tient à vos côtés. L'ange, oui. Je n'aurais pas eu le courage de me présenter devant vous hier lorsque je vous ai croisé sur le palier de l'hôtel où se meurt le fils du vieux Philippe. Non, pour rien au monde. Mais aujourd'hui, je ne sais pourquoi, le souvenir de tout ce qui s'est passé entre nous m'a pris à la gorge. Et grâce à cette jeune femme, j'ai osé venir à vous pour recevoir vos bienfaits, vous remercier et vous conjurer d'être à votre dernière heure aussi compatissant pour moi dans vos pensées que vous l'êtes dans vos actions. Mon fils, qui est de vos étudiants, m'a-t-on dit, partagera, je l'espère, l'affection que vous avez pour sa mère et s'en montrera digne. Mais je ne le reverrai plus, à moins que ma vie ne soit assez longue pour que j'aie le temps de racheter mon passé. Adieu, Redlow. Langford. Je me rappelle ce nom. Langford. Viens ici, petit. Viens, viens, j'ai apporté des vêtements très très chauds. Des vêtements? Quels vêtements? Pourquoi faire chaud? Je l'ai toujours dit, père. Il y a dans le cœur de Milly des sentiments maternels qui doivent trouver leur cours. Oui, tu as raison. Mon fils William a raison, Milly. Il est sans doute heureux que nous n'ayons pas d'enfants. Mais je regrette tout de même que nous n'en ayons pas un à chérir. Que n'avions-nous pas projeté pour celui que nous avons perdu? Ou plutôt qui n'a jamais vécu? Le souvenir de cet enfant me rend bien heureuse, William. J'y pense tous les jours. Oh, c'est bien ce que je croyais. Il me dit tant de choses. Lorsque je vois un bel enfant dans les bras d'une mère qui l'adore, je me surprends à l'aimer. Parce que je songe que le mien aurait pu ressembler à celui-là. Et puis, mon petit enfant plaide pour les pauvres enfants abandonnés comme s'il était vivant, comme s'il avait une voix pour me parler. Voyez comme elle est, monsieur Redlow. Les enfants l'aiment que c'en est à peine croyable. Quelle folie! Je m'imagine parfois qu'ils ont un moyen, ou je ne sais lequel, de ressentir de l'affection pour celui que j'ai perdu. Quelques jours après sa mort, alors que j'avais tant de chagrin, une pensée m'est venue. Que si je menais une vie pure, je rencontrerais dans le ciel une créature qui m'appellerait maman. Oh, Dieu. Dieu qui me fait la grâce de me rendre la mémoire, soit remercié et béni cette jeune femme. Monsieur Redlow est revenu à lui-même. Oh mon Dieu, que je suis heureuse. Voici l'étudiant, monsieur Redlow, le fils de Langford, le fils de votre sœur. Le voici avec sa fiancée. Venez, mes enfants, entrez. Oui, vous êtes l'ombre adoucie d'une époque mémorable de mon existence. Vous serez mes enfants. Quant à ce petit abandonné, Milly, ce petit abandonné qui vous a prise pour mère entre toutes, je fais vœu de l'instruire et de le protéger. Philippe, mon heureux et vieux Philippe. William, nous allons célébrer tous ensemble ce jour, dans l'ancienne salle des banquets. Ah, là où se trouve le portrait sous lequel est écrite la devise « Seigneur, conservez-moi la mémoire ». Une bien bonne prière, monsieur Redlow. Une bien bonne prière.
Quelques personnes ont dit depuis lors que toute cette histoire était un simple caprice de l'imagination de Redlow. D'autres ont affirmé qu'ils l'avaient lu dans le feu durant une nuit d'hiver. D'autres n'ont voulu voir dans le fantôme que la représentation de ses sombres pensées, et dans Milly, rien d'autre que la personnification de ses vertus. Quant à moi, je ne dis rien, excepté ceci. Tandis qu'ils étaient réunis dans l'ancienne salle des banquets, sans autre lumière que celle d'un grand feu, les ombres s'échappèrent de leur retraite et vinrent danser dans la salle, montrant des formes et des figures merveilleuses sur les murs. Éclairé par la lueur du feu, qui lui donnait un air de gravité imposante, la figure sereine du portrait avec la barbe et la fraise, dans son encadrement de feuillage de houx, baissait les yeux sur les convives. Et sous le portrait, ces mots se lisaient, clairs et distincts, comme si une voix les eût prononcés. Seigneur, conservez-moi la mémoire. Vous venez d'entendre un conte de Noël de Charles Dickens, Le Possédé, deuxième partie, adapté par Nadine Lefébure, avec Marcel Lupovici, Henri Nassier, Paul Villet, Vera Feder, Rosine Favet, Jean Péméja, Jeanne Val, François Mestre, Roland Ménard, Roger Bray, Pierre Olivier, Gaëtan Jor, Liliane Leroy. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Jean-Claude Lagarde et Robert Gachassin. Assistante, Colette Chemama. Réalisation, Henri Soubéran.